Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à la rentrée littéraire. Je crois qu'il y en a beaucoup qu'on croise souvent à la rentrée littéraire et qui connaissent déjà le concept. Mais donc, Mélodie, Cécile, Guillaume et moi-même sommes très contents de pouvoir vous présenter de nouveaux coups de cœur des romans en fait, qui sont parus en août et en septembre. Et cette rencontre inaugure un week-end qui sera quelque peu littéraire, puisque demain, une performance littéraire et artistique aura lieu avec une autrice à 18h, mais on vous en reparlera à la fin. Et surtout, c'est même une fin de semaine littéraire en tout cas, puisque si vous avez suivi, le prix Nobel de littérature a été décerné à un écrivain hongrois, donc László Krasznahorkai. Et je me suis entraînée à le dire, mais j'ai toujours... C'est méchant à côté, là. Je sens des moqueries à ma gauche. Mais donc, à notre modeste échelle, on va aussi décerner nos prix coup de cœur, nos prix des chouchous en cette rentrée littéraire. Et j'ouvre le bal avec un très beau roman. Vous avez peut-être entendu parler de cette autrice qui est Marie Charelle. Elle a écrit, donc là, Nous sommes faits d'orage, et elle nous fait à chaque fois voyager. Donc, avec Marie Charelle, on est parti en Russie, à Varsovie, à Berlin et même New York dans Les Danseurs de l'Aube. On a vu aussi le Canada et les contes japonais dans Les Mangeurs de nuit, qui est aussi un très beau roman. Et là, elle nous fait voyager jusqu'en Albanie pour découvrir l'histoire de ce pays qui est parfois assez méconnu, et surtout les contes et les traditions aussi qui englobent ce pays. Parce que Marie Charelle, elle a la particularité, je trouve, dans ses romans, de parler d'un contexte politique ou géopolitique, mais en mêlant souvent des récits imaginaires, des contes, des traditions. Et c'est ce qu'elle va faire dans Nous sommes faits d'orage, qui suit le personnage de Sarah. Donc Sarah, c'est une femme qui vient de perdre sa mère. Elle vit en Islande, on est en 2023, et elle reçoit son héritage, et son héritage, ça va être une clé. Cette clé va être la clé d'une petite maison qui se situe en Albanie. Le problème, c'est qu'elle n'a jamais été en Albanie. Sa mère ne lui a jamais parlé non plus de l'Albanie. Et ce village, en plus, en Albanie, est complètement inconnu. En fait, il n'a même pas de nom. Elle va trouver un guide qui s'appelle Nico, qui va lui dire que les villageois n'ont pas donné de nom au village pour préserver sa beauté, mais aussi en disant que quand on ne nomme pas un village, au moins, en fait, il y a beaucoup de choses qui va s'y passer et on ne saura jamais ce qui s'est passé puisqu'il n'y a pas de nom. Et donc, ça augure pas mal de secrets dans cette quête qu'elle va faire pour retrouver tout à fait la maison de sa mère qu'elle ne connaissait pas. Et ce qui vient renforcer le mystère, c'est qu'avec cette clé, il y a un petit mot où c'est juste marqué « Trouve Elora ». Et c'est pareil, en fait, elle ne connaît pas du tout d'Elora. Donc elle va partir en Albanie, elle va rencontrer plein de personnages assez hauts en couleur, et surtout elle va révéler en fait et découvrir des secrets de famille, et notamment des secrets autour de sa mère. Et on va partir, donc je vous disais, on part de l'année 2023, mais on va faire une rétrospective, on va aller jusqu'aux années 1975, et là on va découvrir le régime despotique, notamment de Enver Hoxha. Et c'est un régime, en fait, qui a marqué d'une tragédie, voilà, ce villageois qui a peut-être un connaisseur. Ah, merci beaucoup. Hoxha, d'accord. Merci, c'est gentil. Et donc, on suit, voilà, cette femme qui, peu à peu, va se rapprocher de ce personnage d'Elora. Je ne vous dirai pas si c'est une femme qui est vivante ou qui est décédée, mais elle va découvrir peu à peu qui c'est et surtout quel lien elle a avec sa mère. Donc c'est vraiment un roman magnifique. On a aussi, ce que je vous disais au départ, des traditions qui sont révélées. Donc dans tout le roman, vous aurez notamment la présence de la Kulchedra. Je ne sais pas si je le prononce bien aussi, mais c'est une entité en fait qu'il ne faut pas froisser au risque de provoquer des catastrophes. Et elle va venir hanter ce roman.
Et au fil des pages, justement, il y a beaucoup de catastrophes anciennes qui sont exhumées de ce récit. Donc je vous le conseille. Il y a beaucoup de suspense, beaucoup aussi de retournement de situation. Et en fait, la clé de ce roman, c'est de savoir si on peut se défaire du poids des traditions familiales et si elle va réussir justement à arrêter un peu la malédiction qui a pu se passer dans ce village. Mais je garde le secret sur ce qui se passe. Et en parlant de secret, je vais laisser la parole à Cécile pour son prochain roman. Alors moi, je vais vous parler de ce très joli roman de Yakuta Alikavazovic qui s'intitule « Au grand jamais ». Donc c'est le 5e roman de Yakuta Alikavazovic qui avait remporté en 2008 le Goncourt du premier roman pour Corps Volatile. Et plus récemment, en 2021, elle a remporté le prix Médicis Essai pour un récit qui s'appelle « Comme un ciel en nous », paru aux éditions Stock dans la collection « Ma nuit au musée ». Je ne sais pas si vous connaissez cette collection que je vous recommande vivement, mais ce sont des auteurs de littérature qui sont invités à passer une nuit dans un musée et ensuite d'en faire un récit. Donc le début de ce roman peut sembler assez classique. En effet, la narratrice vient de perdre sa mère et ça marque le début de l'histoire. Ce début, qui semble simple, laisse bientôt place à une histoire plus complexe que la narratrice doit en réalité reconstituer. Cette histoire est celle de sa mère, de son arrivée en France au début des années 70, depuis l'ex-Yougoslavie, de sa vie de poétesse, puis de sa vie d'après, lorsqu'elle va cesser d'écrire et qu'elle semble presque disparaître. En tout cas, c'est ce qu'en dira la narratrice. Selon elle, finalement, sa mère n'aspirait qu'à ça, disparaître. Pour citer le livre, « Je crois être la seule à le savoir, à mesurer l'étendue du scandale. Elle a disparu. Pas corps et biens, pas comme dans les films et les romans noirs, mais d'une autre façon. Sans laisser de traces, sans même d'absence pour faire événement. Elle s'était absentée d'elle-même. Cette femme, qui à 24 ans était arrivée à Paris avec un jeu de clés qui ne lui appartenait pas, et une volonté, une curiosité, un désir qui était bien à elle, cette femme qui portait des robes d'un rose éclatant, explosif, cette femme qui s'était déguisée un jour en Vénus de Milo, cette femme s'était laissée glisser dans la banalité comme dans un bain. Elle avait disparu et je lui en voulais. Je lui en voulais amèrement, plus que je ne me l'admettais à moi-même. Elle m'avait trahi. En renonçant aux roses, elle m'avait trahi. En renonçant à la poésie, elle m'avait trahi. Ce livre est le récit d'une recherche, d'une enquête quasiment, pour reconstituer comme une sorte de puzzle à trous sur la vie de cette femme, qu'elle a pourtant si bien connue et pour cause puisqu'il s'agit de sa mère, mais qui malgré tout reste un mystère pour elle lorsqu'elle disparaît. En effet, la narratrice va s'apercevoir que sa mère l'a trompée sur l'histoire de sa famille, en taisant et en cachant un certain nombre de choses. Au cours de cette enquête, il sera question d'un don, évoqué fréquemment par la mère de la narratrice, et qui constitue le point de départ de toute l'enquête qu'elle va mener. C'est une quête de son histoire familiale, de ses origines, de ce que cela a imprimé en elle, et qu'elle a d'autant plus besoin de comprendre qu'elle est devenue mère elle-même à son tour. Le titre du livre est « Au grand jamais », et pour préparer cette rentrée, j'ai visionné plusieurs interviews de l'autrice, dont une m'a particulièrement interpellée sur le choix de ce titre, justement. Elle explique que « jamais, au grand jamais » est une expression familière que chacun d'entre nous peut prononcer, peut s'approprier. Et pour elle, il en existe une version plus intime de ce que ça représente vraiment pour elle. Dans le roman, elle évoque les petits jamais, toutes ces choses qui ne sont pas arrivées, ces espoirs ou ces regrets que l'on a tous et qui définissent un petit peu nos vies. Au fil de la lecture, on s'aperçoit qu'il y a peut-être aussi un grand jamais, une chose qui ne nous est pas arrivée,
et qui nous définit autant, si ce n'est plus, que tout ce qui nous est arrivé. Au grand jamais est un roman sensible, juste. C'est le portrait poétique d'une relation entre une mère et sa fille. C'est une enquête intime, mais aussi collective, puisqu'il y sera question de la grande histoire, où tout ce qui paraît évident ne l'est finalement pas tant que ça. J'espère que je vous ai donné envie de le lire, même si ça reste très mystérieux. Et après avoir vaincu les silences, je vous laisse en compagnie de Guillaume et du roman des enfants uniques qui, eux, brisent les tabous. Tout à fait. Alors pour ma part, je compte commencer par une belle histoire d'amour. Mais une histoire d'amour sensiblement différente de celle que nous avons coutume de lire. Elle ne peut s'empêcher de s'exprimer à chaque instant. Lui économise autant de mots que possible, mais nous le savons tous, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Et cela est toujours valable quand on est en situation de handicap. Luz est née prématurément et grandit dans une fratrie de 4 enfants entourés de douceur. Aucune sorte d'obligation pour cette jeune fille, juste un foyer plein d'amour qui s'adapte au regard de ses capacités, et des parents astucieux qui vont même jusqu'à exploiter ses possibilités langagières grâce au théâtre. De leur côté, les parents d'Hector œuvrent pour lui bâtir un futur sur mesure, un futur où le maître mot serait autonomie. Orthophoniste, kinésithérapeute, atelier d'écriture et moult rendez-vous réussissent à faire de lui un jeune homme différent mais instruit, détenteur d'une parole aussi restreinte que son envie de voir du monde. Ces deux êtres, dont les difficultés ne sont en rien identiques et qui ne nécessitent pas les mêmes accompagnements, ces deux enfants qui semblent si différents au regard des autres et l'un comparé à l'autre, vont tout simplement tomber amoureux. Très vite, ils échangent dans leur langue très mal assortie, mais possèdent déjà une intimité, une communion de pensée. Et plus ils grandissent, plus ils observent le monde, et plus Hector et Luz aimeraient simplement pouvoir vivre comme tout le monde. S'aimer librement, habiter ensemble, se marier, et pourquoi pas fonder une famille. Nous assistons ainsi à la naissance de ce couple qui va mettre à mal les réticences parentales, sociétales, médicales et administratives. Un couple fort heureusement soutenu par des parents heureux de ce lien, mais naturellement inquiets, chacun à leur manière. Un éducateur indispensable, devenu progressivement l'ami et le confident d'Hector, deux familles issues de milieux très différents qui se toisent autant qu'elles se complètent pour faire front commun. Mais les obstacles sont nombreux. La confiance s'effrite au fil des inquiétudes. Le jugement reste constant, même s'il est involontaire. Leur libre arbitre est cerné de protocoles, d'évaluations, de regards intrusifs. Et tout ce qu'ils sont amenés à souhaiter est sans cesse analysé, mesuré en fonction des risques plutôt que des espoirs. Deux enfants uniques qui grandissent et vivent leur amour comme tout un chacun. Car oui, ils ont un cœur qui ne souffre d'aucun handicap et qui est capable de palpiter ou d'être brisé. Dès lors, chaque pas en avant devient une victoire sur l'adversité. Voici un roman qui, sous un certain angle, pourrait ressembler à un documentaire tant le sujet est maîtrisé. Le texte est brut, démonstratif. Il montre les mécanismes à l'œuvre au sein des familles et dans les structures éducatives ou médicales. Il démontre une triste réalité, que bien souvent, cet entourage doit s'adapter à ce que la société propose et non l'inverse. La question posée par l'autrice: peut-on imaginer un monde dans lequel deux êtres comme Hector et Luz pourraient accomplir leur rêve de vivre ensemble? Un hommage à ces individus rendus invisibles qui se démènent au quotidien pour accompagner au mieux ces singularités. Un roman qui interroge notre rapport à la différence, à l'autre dans son essence même.
En quelques mots, pour un premier roman, une brillante et remarquable réussite. Si l'autrice est informée sur le sujet, pour de bonnes raisons, oui, tout à fait. En général, tous les auteurs qui traitent du sujet ont un parent ou un proche. Oui. Et nous allons revenir à une jeunesse sensiblement différente dans Foot Boys, avec des jeunes sportifs coupés de leur famille. Alors, Foot Boy est un récit autobiographique où l'auteur, Mathieu Tulissi-Gabbard, revient sur son enfance passée dans un centre de formation de foot. À 12 ans, il est repéré par le club de foot de Saint-Étienne. Le petit garçon fait ses preuves et se découvre une passion inébranlable portée pour son amour infini pour ce sport. Il adore jouer. Et bientôt, l'industrie du foot voit en lui un espoir pour devenir footballeur professionnel. Comme en une centaine d'autres petits garçons environ. Une proposition est faite pour les clubs à ses parents. Il doit quitter le foyer familial, intégrer un pensionnat. Son éducation, elle n'appartient plus au foyer familial, mais au foot. De l'argent lui sera versé tous les mois. Les parents n'osent pas s'opposer aux rêves de leur fils. Ils acceptent et il fait ses valises. À 13 ans, le jeune homme est un travailleur, rémunéré, sous contrat. Il ne voit plus sa famille, il passe son temps à l'entraînement et grandit dans le centre de formation avec les autres garçons. Combien d'enfants n'ont jamais rêvé de devenir professionnels dans le foot, d'intégrer ce centre, de gravir les échelons pour transformer leur passion en métier. Mais derrière l'usine à rêves, véhiculée par la télévision et les réseaux sociaux, derrière la réussite de quelques grands noms du foot, se cache une réalité bien moins glamour. C'est 20 ans après, son arrivée au centre de formation de Montpellier Hero Club, que l'auteur revient sur cette enfance particulière. Il raconte une plongée dans un univers violent où les jeunes sont coupés de leur famille à la merci d'une institution qui les méprise et qui les utilise pour servir leurs propres intérêts. Maintenant, il est père de famille. Il se projette par rapport à ses propres enfants. Il prend conscience que les choses vécues ne sont pas tout à fait normales. Il raconte son enfance volée qu'il qualifie de désert affectif, psychologique et éducatif. Il critique le fait qu'il n'y ait pas d'éducateurs, qu'ils sont livrés à eux-mêmes, que l'école est considérée comme secondaire. Il faut dire que le suivi scolaire est bâclé. Les classes de foot, de footballeurs, sont stigmatisées dans le collège, dans les lycées, où les sportifs sont mal intégrés. De toute évidence, les jeunes footballeurs ne doivent pas s'intéresser à autre chose que le foot. Et avoir le bac, ça n'arrange pas les clubs qui veulent se garder comme unique futur professionnel possible. Seulement, tous ces jeunes du centre ne deviennent pas tous professionnels. Certains se blessent, d'autres ne sont pas sélectionnés tout simplement, d'autres craquent. Alors ils se retrouvent les mains vides. Par l'utilisation du témoignage, l'auteur permet à ses anciens camarades, ses parents, les employés du club de donner leur avis, leur ressenti sur le fonctionnement de ces centres. Les parents déplorent le manque d'informations et les anciens joueurs déclarent que les enfants sont des investissements. En fait, ils deviennent des produits. Les clubs achètent les enfants à leurs parents, puis ils en font ce qu'ils veulent. L'objectif étant de recueillir les souvenirs de chacun, c'est un langage qui est très parlé. Le livre n'est pas parfait, mais c'est aussi cette décision de ne pas lisser qui en fait une œuvre sincère. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé cette sincérité et cette imperfection qui le rend beau. Alors, vous allez peut-être vous dire que j'ai décidé de lire tous les romans qui ont orage dans le titre. Après, nous sommes faits d'orage, mais c'est une pure coïncidence. J'avais pas remarqué avant de faire les chroniques. Et je vous rassure, c'est une histoire complètement différente. Gaëlle Nohan, ça fait partie des écrivaines moi, que j'aime bien suivre. Elle a écrit déjà plusieurs romans. Elle a plusieurs romans à son compteur. Elle a fait notamment un roman sur l'incendie du bazar de la Charité. Oui. Donc, qui a peut-être eu, ou que vous avez peut-être lu, et aussi un que j'ai beaucoup aimé autour de Robert Desnos, légende d'un dormeur éveillé. Et donc, à chaque fois, elle dresse des portraits de femmes ou d'hommes qui sont un peu à contre-courant de la société et des conventions. Et là, donc, dans L'homme sous l'orage, Gaëlle Nohan nous expédie dans l'hiver 1917. Donc, on est à la Première Guerre mondiale. Il y a des morts et des blessés par milliers.
On approche de la fin de la guerre, mais donc les soldats ne le savent pas et surtout les familles ne le savent pas non plus et n'arrivent pas à voir la fin de cette guerre. Et parmi ces civils, il y a Rosalie, une jeune femme qui a 19 ans, qui vit dans un domaine viticole et qui est un peu, au départ du roman, complètement éloignée de la réalité, puisque elle est privilégiée, elle vit dans ses livres, donc elle a plein d'histoires imaginaires et elle refuse de se confronter à la réalité. Elle préfère rester enfermée dans son château plutôt que de voir ce qui se passe autour d'elle. La guerre a changé bien sûr un peu cette perception, puisque son père et son frère, eux, ont été envoyés au front, mais ça reste très irréaliste encore pour elle. Et un jour, en pleine nuit, un jeune homme qui est un peintre qui était talentueux avant la guerre va sonner au domaine viticole. La mère va ouvrir et elle va entendre leur conversation. Il se trouve que c'est un déserteur, donc qui connaissait sa mère avant la guerre, et sa mère refuse de le cacher et va l'envoyer hors de chez elle. Sauf que Rosalie, qui était dans sa chambre et qui a entendu toute la conversation, va décider en fait de sortir et de le prendre sous son aile et surtout de le cacher au grenier, sans en parler aux domestiques, à sa mère. Et là, c'est comme si c'était la guerre qui entrait complètement dans le foyer, et ça va changer toutes ces perceptions de la réalité et surtout de ce qu'on lui montre, puisque elle, ce qu'elle voit dans les journaux, par exemple, c'est que les déserteurs sont forcément des lâches, qu'ils ont abandonné la patrie. Et en ayant ce contact-là avec le déserteur, tout va se brouiller dans son esprit. Donc c'est un magnifique roman, un roman d'émancipation sur deux femmes, tant sur la mère que sur la fille, puisque la mère aussi a une part importante dans ce roman. Je vous ai dit, elles vivent sur un domaine viticole, et comme le père et le frère ont été envoyés à la guerre, elle a pris en main ce domaine, et elle voit qu'elle peut faire plein de choses, qu'elle n'est pas vouée en fait à rester dans son château, à être sans activité, et elle a envie, en fait elle se libère complètement. Et la fille, pareil, elle va se libérer de ce que sa mère lui a inculqué, de ce qu'on l'a empêché de faire, et avec le déserteur, voilà, une histoire va naître. C'est toujours très bien fait parce que c'est tout en nuances, et donc il y a la part historique, mais une part sentimentale aussi. Mais pareil, comme dans la société, la guerre a tout bouleversé, la guerre va bouleverser complètement l'amour et va donner peut-être quelque chose d'impossible, mais je vous en dis pas plus. Mais voilà, donc vraiment, je vous le conseille. C'est aussi un point de vue qui est très différent, puisque on ne voit jamais le front, on ne voit jamais les soldats, mais en fait, tout est dit par le biais donc soit du déserteur, soit des blessés qui vont affluer, puisque au cours du roman, la Rosalie va s'engager dans un hôpital. Et donc, même si on ne voit pas la guerre, en fait, elle nous arrive par tous ces blessés qui arrivent, et on voit aussi ce qu'ont pu ressentir les civils. Donc, c'est un autre point de vue sur la guerre vue par les civils et surtout par les femmes. Et donc, je vous parlais justement d'une histoire d'amour, et il y a plusieurs romans de la rentrée littéraire, comme dans toutes les rentrées littéraires et dans toutes les publications, mais qui ont dressé ce portrait de l'amour, et de manière très originale. Et Cécile va vous en parler. Je vais continuer avec le titre « Aimé » de Sarah Chiche. Je ne sais pas si vous connaissez l'autrice, mais elle a écrit déjà de nombreux romans. Et dans celui-ci, c'est une fresque qui s'étale sur plus de 40 ans, qui entrelace des souvenirs d'enfance qui ont une répercussion sur la vie d'adulte. Donc l'histoire commence en Suisse en 1984 avec Margot, qui est une jeune fille de 9 ans, qui fait un acte désespéré. Elle va se jeter dans le lac Léman. Un camarade de classe, Alexis, la voit. Donc lui, il est assez traumatisé de ce geste. Et son père, à lui, va sauver la petite fille. Et ils vont rentrer chez elle. Et Alexis et Margot sont dans la chambre de Margot. Et Alexis va voir
va se cacher dans le placard de la petite fille et va voir quelque chose qu'il ne devait pas voir à son âge. Je peux pas vous dire quelle est la scène parce que ça vous dévoilerait trop de choses, mais c'est quelque chose qui va changer le cours de sa vie. Et quelques temps après, la mère de Margot et Margot vont disparaître. Ils vont partir de la ville. Et Alexis et Margot vont se recroiser par hasard à Paris 40 ans plus tard. Et à ce moment-là, Alexis, c'est un consultant qui vient de démissionner de son travail parce que là où il travaillait, c'était une entreprise pharmaceutique qui préférait faire du bénéfice quitte à ravager la santé des gens. Et il n'était pas d'accord avec. Et Margot est devenue écrivaine qui écrit beaucoup sur les fantômes de sa vie, sur tout ce qui est l'absence, le vide. Et elle a du mal à se reconstruire et à trouver le public, ses lecteurs. Et quand ils vont se re-rencontrer, ils vont se demander si est-ce qu'ils peuvent retrouver l'histoire qu'ils avaient, les liens qu'ils avaient tissés à 9 ans. Et je vous raconte pas la suite du coup. Donc voilà, ça va être la quête de sens, la quête de l'oubli. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'amour? Qu'est-ce qu'on garde dans nos souvenirs d'enfance? Qu'est-ce qu'on garde sur ce qui nous a construit à l'âge adulte? C'est un roman très bien écrit, très poétique. Moi, j'ai beaucoup aimé son écriture. C'est très touchant. C'est sur les rapports humains, sur les faits de société également. Et voilà, Sarah Chiche, c'est vraiment une voix très singulière dans la littérature et je peux que vous conseiller de la lire et de profiter vraiment de chaque page tout doucement. Voilà. Et en parlant de souvenirs, je vais passer la parole à Guillaume qui a un roman également sur cette thématique. Alors, ça va être sans aucune particule d'objectivité que je vais vous présenter le dernier roman de Valentine Gobi que je suis depuis longtemps. Elle a un talent fou pour conter des histoires et celle-ci est vraiment, vraiment touchante. Tout commence un matin d'août avec l'élagage de l'immense palmier qui caractérise le jardin depuis plus d'un siècle. La scène que nous observons derrière les yeux d'une enfant prénommée Vive est fascinante, dérangeante, presque surréaliste. Cette petite fille rêveuse de 8 ans assiste à toute l'opération. À la fin, le broyeur raccordé au camion hache tout. Palmes, dattes, fibres, larves de charançon. Et pour éviter tout risque de récidive, tout finit par être brûlé et les outils et le broyeur passent à l'insecticide. Ne reste que le stipe nu, cet étrange faux tronc. Vive aide Fouad, le jardinier, et écoute les conseils d'Oscar, le voisin qui s'inquiète aussi pour ses palmiers. Elle découvre la pyrale, cette sorte de papillon qui envahit les buis, inspecte les taches sur les feuilles des rosiers, aide à poser des pièges à mouches dans les oliviers. Elle veille et alerte les grands au moindre danger. Ce magnifique jardin méditerranéen devient son refuge. Vive à ses sentiers, ses passages, ses trésors. Au cœur de cette végétation luxuriante, elle est en osmose avec cet univers fabuleux où il y a tant à apprendre. Dans le quotidien de Vive, les personnages apparaissent un par un. Aimé, son petit frère, Dan, son grand frère, Annabelle, sa maman, quelques amis, des cousins, une cousine et bien sûr Jujubé, son chien. En somme, une vie de petite fille dans le sud de la France. Quand Marco, le père de Vive, rentre de son travail ou de ses lointains voyages, il lui ramène souvent une petite bouteille contenant un extrait de parfum. Leur jeu préféré, placer quelques gouttes sur une mouillette
et prendre le temps de trouver le nom de l'essence mystérieuse. Vive adore les belles histoires de son père et ses parfums aux essences exotiques. Elle les collectionne dans sa chambre avec une organisation rien qu'à elle. Sensible également, elle consigne dans un carnet tout un tas de mots nouveaux dès lors qu'elle les trouve beaux. Des mots qui désignent chaque morceau de cet univers végétal qui la fascine, et cela même s'il y a des mots qu'elle n'aime pas. Et je cite, « Il y a un V dans larve, un V moche. » Elle en cherche d'autres pour voir. Vipère, UV, vautour, vessie. Larve, c'est pire. Pire que larve, elle ne trouve pas. Vive est obsédée par le sinistre stipe du palmier qui demeure debout au centre du jardin. Elle l'évite tout au long du roman. Il hante son esprit. Petit à petit, il devient l'origine des cauchemars de l'enfant qui ne parvient plus à dormir seul. Cet enfant est entouré d'amour, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus profond qui dérange et on ne parvient pas à mettre le doigt dessus. Vive est convaincue que c'est le palmier. Alors, contre ce faux tronc, contre les larves, contre toutes les nuisances qui menacent son petit paradis, Vive va inventer des tactiques, des stratégies. Elle va se battre et grandir. Ce livre nous parle de l'enfance, de la puissance des peurs enfouies et de leurs origines. L'auteur nous plonge dans une mémoire enfouie, un puzzle de souvenirs à recomposer pour découvrir cette chose si perturbante. Et c'est un véritable travail de psychanalyse portant sur l'essence du souvenir traumatique, celui qui est refoulé, celui qui résiste à la mémoire. Un récit intime et poétique, niché dans ce superbe nouveau roman qui semble inspiré par l'enfance de l'autrice. Marcher dans les pas de cette petite fille solaire et malicieuse qui cherche à guérir ses blessures grâce à ce lien puissant qu'elle entretient avec la nature. À mon humble avis, une écriture aussi belle sera toujours la source de coups de cœur. Mais je vous laisse vous faire votre propre opinion. Pour la suite, avec Marcher dans tes pas, il s'agit de retrouver un passé perdu et de déterrer des secrets de famille. Alors, comme Guillaume, j'ai des petites obsessions de rentrée littéraire. Et Léonore de Recondo en est une. Donc Léonore de Recondo est née dans une famille d'artistes avec une mère peintre et un père sculpteur. Violoniste depuis l'âge de 5 ans, elle est lauréate d'un concours international de musique baroque. Elle a enregistré de nombreux disques et s'est produite en France et à l'étranger, en particulier dans des ensembles dédiés à la musique baroque. En 2010, donc il n'y a pas si longtemps, elle se lance dans l'écriture. Marcher dans tes pas est son 9e roman. Et sur les 9, j'ai dû à peu près vous en présenter 8 lors de nos différents rendez-vous littéraires. À l'origine de ce dernier roman, il y a un petit texte écrit pour une intervention au banquet du livre de Lagrasse dans les Corbières. Il y était question d'explorer le dialogue entre les générations, illustré par la relation de Léonore de Recondo avec son père, le peintre et sculpteur Félix de Recondo, qui est décédé en 2015 et qui lui a un jour raconté son exil d'Espagne en 1936, alors qu'il n'avait que 4 ans. Ce texte, qui a été publié en août aux éditions Verdier sous le titre « Goya de père en fille », est une réflexion sur la transmission du traumatisme de l'exil à travers l'émotion artistique. La question de ses racines basques espagnoles, l'autrice les évoquait déjà en 2012 dans un roman qui s'intitulait « Rêves oubliés » et qui nous racontait l'histoire d'Aïta, qui, en rentrant à Irún, où il espère rejoindre les siens, trouve une maison vide. En ce mois d'août 1936, le Pays basque espagnol risque de tomber entre les mains des franquistes et ses beaux-frères sont des activistes républicains. Lorsqu'il parvient à les retrouver à Hendaye, ils ne savent pas encore qu'aucun d'entre eux ne reviendra en Espagne. Le début de Marcher dans tes pas nous rappelle étrangement
mais enfin pas si étrangement que ça, vous verrez les similitudes, l'intrigue de ce roman. Puisque dans Marché dans tes pas, nous sommes également en août 1936, en pleine guerre civile espagnole. Mais cette fois, nous allons suivre le destin d'Enriqueta, qui vit avec ses frères, ses parents et ses enfants, et qui doit quitter sa maison familiale d'Irún. Menacée par les franquistes, toute la famille doit plier bagages, car les nationalistes arrivent et ils risquent tous d'être fusillés. Enriqueta laisse derrière elle sa terre et son quotidien. Loin de ce drame, 40 ans plus tard, sa petite fille, Léonore, naît française. Pourtant, lorsqu'en 2022, une loi espagnole, la Ley de Memoria Democrática, permet de demander la nationalité espagnole aux enfants et aux petits-enfants de parents qui en avaient été déchus pendant la guerre d'Espagne, eh bien, Léonore décide de la demander. Elle entame les démarches et elle doit constituer un dossier. C'est précisément la constitution de ce dossier qui va marquer le début d'une quête, d'une fiction qui frôle le réel et qui vient tirer les fantômes du passé de leur tombe silencieuse. Ainsi, l'autrice va se questionner sur sa filiation. Qu'a-t-elle reçu de cette histoire? Qu'a-t-elle reçu de ses parents? Et que veut-elle transmettre? C'est un roman plein d'humanité, entrecoupé de poèmes, où l'écrivaine raconte l'exil de sa grand-mère en France pour fuir la dictature franquiste et qui interroge les notions d'identité et de nationalité. Tissant souvenirs d'enfance, imaginaire romanesque et regard poétique, Léonore de Recondo ressuscite et honore celles et ceux que la guerre civile a voulu effacer. L'autrice transforme les destins familiaux en figures universelles de celles et ceux qui ont été arrachés à leur pays, à leur langue, à leur culture, à leur foyer. Marcher sur tes pas est un livre pour dire l'amour, mais aussi pour dire le souvenir, qui, aujourd'hui plus que jamais sans doute, semblent être des notions assez importantes. Je repasse la parole à Guillaume, si je ne me trompe pas, pour un autre portrait de femme qui a son importance. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de lire Frank Buys, vous comprendrez certainement mon choix quant à la présentation de son nouveau roman. Pour tous les autres, sachez que j'ai été attiré en premier lieu par ce magnifique cliché en couverture et que j'ai appris dans les dernières pages qu'il s'agissait en réalité d'une jeune fille immortalisée par la photographe américaine Dorothy Lange, un de ces regards magnétiques qui vous appellent et dont il est difficile de s'arracher. Mais au-delà de l'apparence, ce sont les écrits qui comptent. Et vous allez vite vous rendre compte que je cite fréquemment l'auteur, car le choix de ces mots est, à mon sens, tout simplement magique. Contrairement aux atmosphères de calme puissance que l'auteur sait installer dans ses récits, ce nouveau roman est sensiblement différent de ceux qui le précèdent. Beaucoup plus doux, beaucoup plus intime. Entre toutes, nous fait entrer dans la vie de Marie, la grand-mère de l'auteur. Et de son aïeul Pelokas, l'auteur dit avoir comblé les zones d'ombre. Je cite « J'éclairerai les ombres avec ce que je crois, moi, et nul autre que moi. Ma propre mémoire a travaillé la sienne et celle de ceux qui l'ont connue. Mon penchant pour le romanesque et la tragédie assoira sa légende. Une flamme vacillante vaut mieux que pas de flamme du tout. » Frank Buys a tenté, en plongeant dans les souvenirs et les récits de famille, de raconter la vie de sa grand-mère, partie une nuit de février. Partie un jour avant son 88e anniversaire, sur un lit d'hôpital, à 40 km de la ferme des Vieilles Granges, où elle a toujours vécu. Elle redoutait devenir un poids. Elle ne souhaitait rien d'autre qu'en finir discrètement, ainsi qu'elle avait vécu. C'est sur cette disparition sans fracas, dans la discrétion même de l'existence qu'elle a menée, que s'ouvre Entre toutes. Le portrait d'une femme simple, née en 1912 dans une ferme isolée au cœur de la Corrèze. Son histoire
additionnée à celle des membres de son entourage, dépeint une époque couvrant 2 guerres mondiales, avec son lot de silence, de souffrance et de deuil. Mais la lumière émane de ce mélange de souvenirs, de déduction et d'invention, car Marie, aux yeux de son petit-fils, est une femme forte qui appartient à une autre époque. C'est ce mélange qui fait de ce texte est traversé de doutes. Mais ce sont ces incertitudes qui font la vérité du texte. Elle m'accueillit avec un grand sourire, ce sourire que je lui ai toujours connu, offert à tous, sans distinction, aux familiers comme aux visiteurs. Ou encore, elle ne ménageait pas l'effort qu'il devait lui coûter parfois. On l'avait éduquée ainsi, à ne pas dévoiler l'envers du décor, rester digne en toutes circonstances. Mais loin d'en faire une chronique ou une biographie, Bouys interroge surtout sur ce que la transition signifie, ce qu'il reste de nous quand tout semble balayé. Nous sommes capables de cartographier le génome humain, d'identifier les anomalies, mais nous ne sommes pas en mesure d'évaluer quelle part du vécu de nos aïeuls nous imprègne réellement. Ce bruit de fond dans nos cellules qui rôde comme un fantôme. Petit à petit, pour exprimer sa vision de cette transmission, il dessine une sorte de mémoire collective qui englobe toutes ces Maries dont les noms se sont, je cite encore une fois, perdus au jour de leurs noces. Avec pudeur, l'auteur nous offre un hommage à sa grand-mère, ainsi qu'un signe à toutes les grand-mères taillées dans la même matière. Un coup de cœur sincère que je vous conseille fortement. Poursuivons avec d'autres femmes fortes. Dans Combat de filles, intéressons-nous dès maintenant à celles qui luttent contre le regard que leur porte la société. Alors, je vous propose Combat de filles, qui vient de faire son entrée en France. Donc, l'autrice est américaine et donc elle a reçu beaucoup de prix, notamment le prix Pulitzer et le Dublin Award. Elle est en cours de traduction dans 18 pays. Alors, dans ce roman, on trouve 8 adolescentes de 17 à 18 ans. Leur passion, c'est la boxe. Ce qu'elles veulent, c'est remporter la Coupe des filles d'Amérique. Elles viennent des 4 coins des États-Unis à leurs frais jusqu'à Reno, le Las Vegas du pauvre, pour se battre comme des meurtrières. Organisé dans une salle miteuse, le tournoi attire peu de monde et se déroule devant des juges spectraux à petite bedaine. Peu importe. Sur le ring, les boxeuses, elles, jouent leur vie. Cheveux courts ou tressés, casque en serrant le visage, protège-dents qui empêchent de parler et gants entre les poings. Avec elles, on monte sur le ring et on affronte l'adversaire. Entre les coups et les cordes, dans la tension des combats, l'autrice dresse les portraits fulgurants de sportives consumées par le désir, la rage et l'abandon. Chaque affrontement est une ode au courage. Avec elles, on fait face aux obstacles de leur existence. Entre passé, présent et futur, l'adversité est vue sous toutes ses facettes. L'énergie et l'analyse qui s'en dégagent tient pour beaucoup au passé de son autrice. Longtemps sportive de haut niveau dans le water-polo. Elle nous plonge dans la psychologie des boxeuses. Les frustrations, les craintes, les pensées sur le ring, les constructions mentales, illusoires ou obsessives pour la victoire. Mais surtout, grâce à une écriture physique et énergique, elle nous offre un véritable travail d'écriture sur le corps. Elle questionne la beauté. Les 8 adolescentes ne rentrent pas dans les cases. Certaines ont les dents de travers, des physiques trapus, des mâchoires carrées. D'ailleurs, depuis qu'elles sont petites, on leur dit qu'avec ce type de physique, il faut qu'elles fassent de la boxe. Ce déterminisme imposé par autrui est pour la majorité des adolescentes à la source du choix de pratiquer ce sport. Sur le ring, leurs complexes sont des atouts. C'est un autre regard sur le corps féminin. Il est puissant et utilisé comme une arme. L'autrice devient sculptrice. Elle fait de ces filles de véritables statues, des statues grecques, des géantes titanesques, à la fois glorieuses et colossales. C'est une écriture mutante, charnelle entre vitesse et endurance, qui transforme les corps, les fusionne, les glorifie et les écrase dans les combats. Elle dénonce aussi un manque de considération par rapport au sacrifice physique et psychologique que ce sport demande. C'est un livre assez fort, situé quelque part entre Rocky et Virgin Suicide. Alors, je vais maintenant donner la parole à Audrey qui nous parlera également donc avec Oussados le ciel,
de personnages qui luttent. Où s'adosse le ciel, c'est un titre en fait. C'est d'abord le titre qui m'a attirée parce que j'ai trouvé qu'il était plein de promesses et il nous déçoit pas du tout. Le titre en lui-même dit déjà toute la poésie de ce roman. C'est un roman très poétique et David Diop nous entraîne dans le pèlerinage et l'histoire de Bilal Seck. Et on a juste une seule envie, c'est découvrir avec Bilal Seck justement ce lieu où s'adosse le ciel et ce lieu qui a donné ce nom vraiment très beau. Parce que je trouve qu'on a l'image tout de suite d'une sorte de rêve, d'un enchantement que le personnage va vouloir trouver dans sa quête. Donc on est en Afrique à la fin du 19e siècle et Bilal Seck s'apprête à rentrer chez lui à Saint-Louis du Sénégal. Il achève son pèlerinage à la Mecque avec celui qu'il pensait être un ami. Il a grandi avec lui, sa famille, leur famille se connaissent depuis des décennies et plus particulièrement depuis 2000 ans et vous comprendrez ensuite pourquoi. Mais en fait ce qui se passe c'est que cet ami, Yérim Thio, qu'il pensait être donc un ami sur qui il pouvait compter, est en fait son maître. La famille de Bilal Seck est liée à la famille de Yérim Thio suite à une malédiction familiale. Et il va se rendre compte de cette condition-là justement lors de ce pèlerinage, parce que alors qu'il y a une épidémie de choléra qui s'abat autour d'eux, Yérim Thio va l'abandonner, croyant que Bilal Seck est contaminé par le choléra, et il va juste le laisser sur place en pensant qu'il va mourir, et il s'abandonne. Il l'abandonne. Sauf que pour Bilal Seck, c'est complètement une révélation. Il se dit, mais c'est un maître ce n'est pas un ami. Et Bilal Seck, sa particularité, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il est le 72e passeur d'histoire, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un griot. Il doit raconter l'histoire de la famille de Yérim Thio. Et il doit raconter plus particulièrement l'histoire de l'impureté de sa propre famille. Il a l'obligation, génération après génération, de transmettre cette histoire. Et ils ne peuvent pas se défaire du joug de la famille de, justement, Yérim Thio. Mais pour la première fois, Bilal Seck va décider de faire quelque chose que tous ses ancêtres n'ont pas fait et n'ont pas voulu faire. Il décide d'aller dans les pas de sa propre famille pour essayer de se défaire justement de l'emprise du joug de l'autre famille. Et donc, il va aller sur les lieux de son histoire et tout au long du roman, on a donc l'histoire de Bilal Seck qui va essayer de trouver justement là où s'adosse le ciel, là d'où est partie toute l'histoire et qui explique la malédiction qui est à l'origine, mais dont je ne dirai rien. Et en parlant, en racontant, en marchant, il va en fait raconter aussi cette histoire-là. Et l'autre chapitre, ça va être justement l'histoire d'il y a 2000 ans, l'histoire de cette malédiction, où on va découvrir l'histoire d'Unifer, d'où tout est parti. Et Unifer, c'est un Égyptien qui a été contraint à l'exil et qui a emmené avec lui une partie du peuple, une cinquantaine de personnes. Ils ont été contraints à l'exil et ils voulaient être pharaons. Et donc, il leur a promis à ces gens-là que là où s'adosse le ciel, ce serait leur future ville, leur futur royaume, et lui pourrait régner en maître. Donc c'est deux histoires qui se télescopent, mais ce qui est très intéressant, c'est que même si l'histoire d'Unifer, justement, date d'il y a 2000 ans, elle nous parle. C'est vraiment des histoires universelles autour de la trahison, l'amour, l'amitié. Et c'est ce que dit David Diop lui-même. J'ai regardé quelques interviews, il disait « J'aime raconter des histoires qui, dans le fond, nous racontent ou me racontent. C'est-à-dire que même si l'action est placée il y a 2000 ans ou au siècle dernier, ce qui m'intéresse dans les histoires, c'est de retrouver ces rapports humains qui nous occupent encore ou qui nous préoccupent toujours, l'amitié, l'amour et la mort. » Et donc en partant sur les traces de sa famille, voilà, tout l'enjeu, ça va être de savoir si Bilal Seck va pouvoir se défaire justement du joug de cette malédiction qui enchaîne complètement sa famille. Et
outre l'histoire, moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'on a presque l'impression d'entendre en fait la voix de Bilal Seck. On oublie presque qu'on est en train de lire, mais il y a une sorte de voix silencieuse qui vient nous parler, nous raconter cette histoire. Et on a juste une envie, c'est ne plus lâcher en fait Bilal Seck et pouvoir découvrir ce qui s'est passé. Et je suis presque sûre, en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que la voix ensuite de Bilal Seck m'a pas lâché même après le roman. Donc c'est vraiment des coups de cœur de cette rentrée littéraire qui est déconcertant. Sur les 10 premières pages, vous pouvez être un peu dérouté parce que justement on part 2000 ans avant notre ère, et donc il y a des traditions égyptiennes, il y a des rites, mais vous allez être dérouté pendant à peine 10 pages, et après David Diop a tellement un talent de conteur qu'on est vraiment pris dans cette civilisation qu'on ne connaît pas forcément. Et je vais maintenant vous laisser la parole à Cécile, qui va également nous raconter des personnages qui reprennent le contrôle sur leur histoire. Tout à fait, ou presque. Je vais continuer avec La nuit au cœur de Natacha Apana. Dans ce roman, elle raconte 3 histoires de femmes victimes de violences conjugales. Tout d'abord, son propre parcours, parce qu'à 18 ans, elle a vécu une tragique histoire. Elle raconte également le parcours d'Emma, sa cousine, et celui de Shahinez Daoud, qui a été brûlée vive en 2021 par son mari. C'est pour ça que je disais moyen. Voilà. C'est un récit vraiment de survie de 3 femmes qui combattent. Chacune d'elles court, non pas vers quelque chose de joyeux, mais pour éviter leur mari. Donc en fait, chaque récit de femme commence justement par cet acte de courir, soit autour d'une cuisine, soit lors d'un jogging. Donc c'est pour courir contre la menace de la mort. Donc l'autrice va analyser tous les mécanismes de la violence, de l'emprise, de l'isolement et de la honte également, qui seront créés par la violence de leur mari. C'est excusez-moi, donc en fait elle peint vraiment chaque homme, ce qu'il fait, comment il est dans sa vie, quel âge il a, ce qu'il fait comme profession. Et en fait, ça montre que souvent les hommes, on se rend pas compte que, à première vue, ça peut être des hommes violents. En fait, c'est des hommes comme on peut croiser dans la rue, tout à fait normaux. Et donc, elle raconte ses bourreaux pour montrer comment ces femmes qui ont une dualité entre l'amour et la violence sont en prise de ces hommes-là. En fait, comment finalement elles, entre guillemets, acceptent l'inacceptable, comment elles sont plongées dans un trou et qu'elles n'arrivent pas à s'en sortir. Donc pour Shahinez, malheureusement elle est décédée, mais Natacha Apana s'est sortie de ce cycle compliqué, et donc elle raconte son parcours. C'est une écriture très frappante en fait. Elle va quand même chercher ses mots pour bien dire le mot juste, et c'est très bien écrit. Je rappelle aussi qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, pour l'année 2025, 123 femmes victimes de féminicide. Donc je trouve que c'est quand même un livre nécessaire qu'il faut lire et qui montre vraiment cette violence. Et il est dans de nombreuses listes de prix, et je pense qu'il aura un prix. Voilà, c'est ça. Je aimais aussi, et dans une liste de prix, comme quoi je sais bien choisir mes coups de cœur. Pour la suite, je vais vous laisser avec Mélodie sur également le thème de la violence. Alors effectivement, dans le roman que je vais vous présenter, donc Quitter Berlioz de Emmanuel Flech, il y a de la violence, mais elle est assez indirecte. Alors, dans les années 90, dans une cité à Bobigny,
Younes veut croire en sa dernière chance. À 23 ans, il sort de prison. Il signe un contrat avec les services pénitentiaires. Il se porte volontaire pour tester une nouvelle technologie appelée le bracelet électronique. Il est choisi parmi une dizaine d'autres détenus. Les règles sont simples. Il a 1 mois pour trouver du travail, prouver qu'il est réglo, et chaque soir, il est assigné à résidence à Berlioz, la cité de son enfance, chez ses parents. À peine sorti de prison, avant même de voir sa mère, il retourne vite chez son ancien patron, qu'il exploite littéralement ses employés au mépris des lois, du moment que le rendement est là. Avec son contrat payé à la livraison, il reprend aussitôt du service chez Panam Express en tant que livreur moto de plis. Le voilà au point de départ. Tour à tour, il retrouve ses camarades de course, la frénésie parisienne, les périls du dernier kilomètre. Younes s'accroche à cette drôle de liberté. Sur son scooter bancal, il essaye de remettre de l'équilibre dans sa vie et de rouler droit. On y découvre au fur et à mesure des pages des personnages attachants que l'auteur sait nous faire découvrir petit à petit. Avec une fluidité et une poésie sensible, des portraits précis sont dressés dans un réalisme très cinématographique. La narration est très accrocheuse, elle nous projette avec facilité dans un Paris désenchanté sous une cascade de pluie glaciale, que remonte difficilement le jeune livreur. Au-delà du quotidien qui les façonne, ces personnages sont les figures d'une chronique sociale. Une assignation, un déterminisme qu'il faut contourner. C'est la précarité, le racisme, l'échec collectif qui règne dans Berlioz. L'épuisement d'un père tué à l'usine, la crainte de connaître le même destin. Un grand frère dévoré par la drogue, une mère qui aspire seulement à préserver la dignité. Mais surtout, l'argent facile contre un sachet vendu, la tentation qui se cache sous le masque de la fatalité. Younes cherche désespérément des échappatoires, et à ne plus se perdre dans les halls de Berlioz insalubres de trafic. Bien que dans tout ce béton flottent encore de très beaux souvenirs d'enfance. L'auteur, maintenant professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis, était lui aussi coursier dans sa jeunesse. Il écrit comme pour parler à chacun de ses élèves où chaque mot déborde d'affection et d'encouragement, mais aussi d'amour pour une classe populaire qui doit faire face aux discriminations, aux préjugés et se battre 2 fois plus pour s'en sortir. Ce livre est aussi une puissante ode à l'amitié, notamment entre Younes et Serge, son meilleur ami. Ils ont grandi ensemble sur la même dalle de béton. Et malgré le fossé qui se creusait entre les communautés, ils se portent un soutien infaillible et attachant. Dans la misère, les galères et un quotidien sans pitié, c'est cette amitié qui reste debout. Tous les romans que nous vous avons présentés sont disponibles ensuite juste à la sortie à droite, avec ainsi que des boissons et des petits apéritifs salés. Mais on espère vous retrouver demain, puisque demain aura lieu une performance artistique et littéraire avec Rim Battal et Lola Malik. Donc Lola Malik qui est violoncelliste et qui accompagnera Rim Battal sur son roman. C'est vraiment un entremêlement, si ça se dit, un mélange entre lecture et musique qui vous est proposé. Lola Malik a accompagné de nombreux écrivains et écrivaines, que ce soit à la Grande Librairie, Rim Battal aussi. Rim Battal a fait une lecture il n'y a pas si longtemps, vous retrouvez le replay de la Grande Librairie. Elle a fait une lecture d'un extrait du roman de Leila Slimani, si je ne dis pas de bêtises. Donc, elle sait plutôt bien choisir ses textes, elle aussi. Et donc, c'est sur une jeune femme donc, prise entre modernité et tradition. Si tu souhaites, Mélodie, dire quelques mots sur le résumé. Bonjour, oui, alors Rim Battal, c'est une autrice qui est actuellement finaliste du prix de la littérature arabe. Et donc, c'est un peu une descendante de Leila Slimani, quelque part. Donc, elle parle en fait de sa mère, qui est à la fois une source d'amour, de protection, de violence. Elle va parler aussi des transmissions culturelles, d'intimité. C'est une voix qui est vraiment incandescente, brûlante et avec beaucoup d'humour. C'est toute une personne en fait qui développe un univers qui est à la fois puissant et intime, je dirais. Et donc qui porte bien sûr sur ses origines et sur la construction et l'émancipation d'une écrivaine qui part donc du Maroc pour grandir et s'émanciper tout en conservant ce que lui a transmis sa mère. Donc voilà, c'est un roman qui est très intense. Et elle a fait des dates à l'Institut du monde arabe, à la Maison de la poésie. Et donc voilà, elle est très artistique et cherche toujours à explorer, à rechercher de nouvelles façons
de comprendre et d'incarner la littérature. En attendant, nous vous donnons rendez-vous pas très loin, juste à côté. Oui, vous pouvez oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, en salle amarante. Et là, on vous propose un échange, donc juste à côté, à droite. Et si vous souhaitez discuter de livres aussi que vous auriez lus et que vous voulez nous présenter ou parler d'autres coups de cœur. Et on va également vous parler de bonheur. Merci beaucoup. Merci. Bravo.